La famille dont on va parler aujourd'hui part en vacances dans un complexe hôtelier tropical, un prix cassé, presque trop beau pour être vrai. Sonia, Marc et leurs 2 enfants, Léa et Milo, sont accueillis comme des rois dès leur arrivée. Les parents reçoivent des cocktails sur mesure, pendant que les enfants filent vers un stand de bonbons pensés exprès pour les petits. C'est là que Milo rencontre Yanis, un garçon de son âge. Yanis vit à l'hôtel toute l'année, parce que son oncle en est le directeur, et les 2 gamins deviennent copains en un rien de temps. La famille s'installe dans sa chambre, les enfants enfilent leur maillot de bain, direction la plage de l'hôtel. Milo, lui, s'amuse à courir partout et à demander à chaque adulte ce qu'il fait dans la vie. Il a 6 ans, il est adorable, et tout le monde craque devant lui. Bon, sur le papier, ça a tout l'air de vacances parfaites. Sauf que cette nuit-là, on découvre Marc et Sonia en pleine dispute. En fait, ils sont en train de divorcer, et ils savent pas comment l'annoncer aux enfants. C'est pour ça qu'ils ont organisé ce voyage, en se disant qu'ils leur diraient tout une fois rentrés. On apprend aussi que Sonia a un souci médical, mais elle balaie ça d'un revers de main, elle se dit qu'ils s'en occuperont plus tard. Pendant que les parents se disputent, les enfants écoutent depuis leur chambre. Ils entendent pas les détails, mais ils comprennent qu'il y a un problème. Pour se changer les idées, ils jouent à un jeu de décodage de messages que Yanis leur a appris. Le lendemain matin, on rencontre d'autres familles au petit déjeuner. Il y a Julie, superbe, son mari Thomas, et leur fille de 6 ans, Lina. Thomas a même emmené sa mère, Denise. On fait aussi la connaissance de Karen et Fabien. Karen souffre d'épilepsie, et elle fait une crise pendant le repas, mais tout se règle vite, parce que Fabien est infirmier de métier. Pendant qu'ils mangent, le directeur de l'hôtel vient parler à la famille de Marc et Sonia d'une plage secrète, exclusive, tout près d'ici. Il précise qu'il en parle jamais à personne d'habitude. Mais comme il les aime bien, il a déjà tout organisé, la nourriture, le transport. Il insiste peut-être un peu trop, mais Marc et Sonia sont convaincus et ils acceptent. Après le petit déjeuner, ils montent dans un gros bus et là, surprise, Julie et sa famille montent aussi. Bon, exclusif, on repassera. Le bus roule à travers une réserve naturelle, passe carrément devant un panneau « Accès interdit » sans s'arrêter, et finit par déposer tout le monde dans une clairière. Le chauffeur leur montre la direction de la plage, mais refuse bizarrement de les y accompagner, ou même de les aider avec les bagages. Et il leur a préparé un immense panier de nourriture, bien trop pour une demi-journée à la plage. Petit détail à retenir, celui-là. Il leur dit qu'il reviendra à 17h, et il repart en vitesse. Sans se poser la moindre question, les 2 familles traversent les arbres, s'engagent dans un étroit passage rocheux, qui débouche finalement sur une plage magnifique et cachée, exactement comme promis. La crique est totalement isolée, à part un homme assis sur un rocher un peu plus loin. Léa le repère tout de suite, c'est Berlin, un rappeur connu. Oui, vous avez bien entendu, il s'appelle vraiment Berlin. Les enfants jouent dans l'eau, Sonia leur dit de pas trop s'approcher du corail. Même avec ce décor magnifique, la tension reste palpable entre les adultes. Marc et Sonia continuent de se chamailler, et Thomas en a marre de voir Julie prendre des selfies toutes les 2 minutes. Pendant que les enfants jouent, ils remarquent des trucs bizarres, des vieux ustensiles rouillés éparpillés sur le sable, et le fait qu'il y ait aucun poisson dans l'eau. Et pendant que Milo s'amuse, une tête blonde remonte à la surface juste derrière lui. Il hurle. Son père accourt. Thomas est chirurgien, Marc bosse dans les fraudes à l'assurance, bon, disons que c'est pas vraiment l'équipe rêvée pour gérer un cadavre, mais ils font ce qu'ils peuvent. Ensemble, ils traînent le corps jusqu'au sable. Thomas accuse tout de suite Berlin. Et avant de crier au racisme, il faut avouer que son raisonnement se tient un peu. Berlin était la seule autre personne sur cette plage, et en plus, il saigne du nez sans arrêt. Peut-être qu'il s'est battu avec cette femme blonde, et qu'il l'a balancée à l'eau ensuite. Berlin essaie d'expliquer qu'ils traînaient juste tous les 2 sur la plage quand elle a disparu. Thomas le croit pas une seconde, et pendant qu'ils se disputent, Sonia essaie d'éloigner ses enfants du corps. Milo, lui, arrête pas de se plaindre que son maillot devient trop serré. Denise aussi se sent bizarre, elle a mal à la poitrine. Thomas essaie d'appeler les secours, mais aucun réseau sur cette plage. C'est là que le couple qu'on a vu au petit-déj, Karen et Fabien, débarquent du tunnel. Ils devaient prendre le même bus que tout le monde, mais ont fini par attraper un bus plus tard. Fabien retourne dans le tunnel pour essayer d'arrêter le chauffeur avant qu'il reparte, mais traverser ce passage le fait carrément tomber dans les pommes. Il se réveille sur la plage, avec un mal de crâne monstrueux. Pendant ce temps, Julie remarque que Denise a arrêté de respirer. Fabien essaie de l'aider, infirmier, sa femme psychologue, mais c'est déjà trop tard pour elle. En quelques instants à peine, on se retrouve avec 2 corps. Milo et Léa aussi sont en train de changer. La voix de Milo devient soudain beaucoup plus grave, et Fabien refuse même de croire qu'il a seulement 6 ans. La caméra fait un panoramique, et là, on réalise que les enfants ont pris un sacré coup de vieux méconnaissable. Le chaos monte d'un cran, Berlin tente de s'enfuir, Thomas fonce après lui. Mais comme Fabien avant lui, impossible de sortir du canyon.
il se retrouve aussitôt de retour sur la plage, avec un mal de tête aussi fort que s'il remontait d'une grande profondeur sous l'eau, trop vite. Comme 3 personnes se sont déjà évanouies en essayant de partir, Sonia propose de chercher un autre chemin. Sauf qu'à chaque fois qu'il s'approche du canyon, même résultat, il tombe dans les pommes. Résultat des courses, ils sont coincés sur cette plage, avec 2 cadavres, et les enfants qui dévorent toute la nourriture à une vitesse folle. Thomas perd patience, attrape un couteau, et entaille la joue de Berline. Sauf qu'en quelques minutes à peine, la coupure cicatrise complètement, ne laissant qu'une petite marque. À ce stade, nous, on a déjà compris ce qui se passe. Les adultes, eux, sont toujours dans le flou complet. Sonia et Thomas pensent à un virus dans l'air. Les 2 enfants sont maintenant adolescents. Le chien de Denise est mort. Et impossible de nager pour sortir de la crique, surtout avec des vagues aussi violentes. Pendant que les adultes réfléchissent à un plan, Berline confie à Léa qu'il souffre d'une maladie qui empêche son sang de coaguler correctement. On découvre aussi que la femme blonde retrouvée dans l'eau avait la sclérose en plaques. Fabien et Karen suggèrent que tout le monde se regroupe. En mettant leurs connaissances en commun, ils pourraient peut-être comprendre ce qui se passe, ou au moins éviter de devenir complètement fous. Mais Sonia commence à avoir mal au ventre, et là, on découvre qu'elle a une tumeur depuis un bon moment déjà. C'est même en partie à cause de ça que son mariage avec Marc s'effondrait, mais avant d'arriver sur cette plage, cette tumeur était petite, bénigne. Maintenant, elle a la taille d'une balle de tennis, et elle continue de grossir de seconde en seconde. Alors que la tumeur gonfle comme un ballon, Sonia s'évanouit. Thomas est forcé de sortir un couteau et d'opérer, là, sur le sable. Il fait une incision. Mais comme pour Berline, la coupure guérit instantanément. Et c'est pas le seul problème. Thomas commence à entendre des voix dans sa tête, il a des symptômes de schizophrénie depuis un moment, mais la plage aggrave clairement les choses, ce qui rend l'opération encore plus risquée entre ses mains tremblantes. Avec les encouragements de Fabien, Thomas parvient malgré tout à se ressaisir. Il refait l'incision, et cette fois, tout le monde tient les bords de la plaie ouverte avec les doigts pleins de sable, laissant à Thomas le temps de retirer la tumeur. En quelques secondes, Sonia se réveille, elle dit qu'elle se sent bien mieux. Comme si une tumeur de la taille d'un melon suffisait pas comme spectacle, Berline va vérifier le corps de la femme blonde et il le trouve déjà complètement décomposé, comme si elle était morte depuis des années. Sonia, conservatrice de musée de métier, a l'habitude des vieux objets. Elle estime que ce corps a l'air de se décomposer depuis environ 7 ans. Et là, enfin, ils comprennent. Le temps avance beaucoup plus vite sur cette plage. Beaucoup plus vite. Une demi-heure ici équivaut à une année entière de leur vie normale. Si les calculs de Sonia sont bons, ça explique pourquoi les enfants ont une faim de loup, ils doivent gagner énormément de masse corporelle en très peu de temps. Fabien pense que ça vient des roches qui entourent la plage, et que c'est sans doute aussi pour ça qu'il est impossible de sortir. Thomas trouve ça absurde. Mais ensuite, il réalise un truc, ça fait un moment qu'ils n'ont pas vu Milo et Lina. Ils partent à leur recherche, et finissent par retrouver les 2 enfants sur le rivage, en train de finir le sac de nourriture. Non seulement ils sont adultes tous les 2 maintenant, mais en plus, Lina est enceinte, et son ventre grossit à vue d'œil. Selon les calculs de Sonia, elle pourrait accoucher d'un instant à l'autre. Thomas essaie d'aider Lina à accoucher, tout en luttant contre les voix dans sa tête. Marc explique à Milo qu'en jouant avec Lina, il l'a mise enceinte. Sauf que Milo, mentalement, a toujours 6 ans, il comprend absolument rien à ce qu'on lui raconte. Julie court chercher de l'aide, mais évidemment, elle finit par s'évanouir en chemin. Quand elle reprend connaissance, sa fille a déjà accouché, mais le bébé meurt quelques minutes plus tard à peine. Le temps va tout simplement trop vite pour qu'un nouveau-né, aussi fragile, puisse survivre. Et là, tout part en vrille. Thomas perd complètement le peu de contrôle qui lui restait, et attaque Berline avec un couteau, le pire choix possible, puisque le sang de Berline coagule pas. Il meurt sur le coup. Julie s'enfuit en réalisant que vieillir, ça veut aussi dire des rides sur son visage magnifique. Et Lina se retrouve toute seule à pleurer son bébé. D'accord, elle n'a été enceinte que 20 minutes, mais ça reste terriblement dur quand même. Fabien décide de tenter sa chance en nageant vers le large, se disant que ça lui donne peut-être une chance de survivre. Il part, laissant Marc, Karen et Sonia comme seuls adultes restants. Pendant qu'il essaie de retirer le couteau des mains de Thomas, Marc réalise un truc et le partage avec sa femme. Chaque famille avait au moins une personne malade. Chez eux, c'était la tumeur de Sonia. Chez Thomas, la schizophrénie. Chez Karen, l'épilepsie. Même les solitaires, comme la femme blonde et Berline, avaient chacun leur maladie. Il demande à Sonia comment elle a entendu parler de ce complexe hôtelier, et elle explique qu'elle l'a trouvé grâce à un tirage au sort, au dos d'un ticket de pharmacie. Ce qui veut dire une chose, ils connaissaient déjà leurs antécédents médicaux à tous. Un peu plus tard, Léa confronte sa mère sur ce fameux divorce qu'elle préparait. Sonia avoue qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie, mais que Marc l'a jamais su. Léa essaie de rester forte, elle s'avance dans l'eau pour réfléchir un peu et là, un corps vient buter contre elle. C'est celui de Fabien. Il a dû perdre connaissance en nageant, puis se noyer.
Exactement ce qui a dû arriver à la femme blonde du début. Nager trop loin sur cette plage, ça suffit apparemment à faire tomber dans les pommes. Pendant ce temps, Lina essaie d'escalader la paroi pour sortir de la crique. Milo la suit, mais sa mère le retient. Lina continue de grimper, et alors qu'elle approche du rebord, elle s'évanouit, tombe, meurt sur le coup. Après sa mort, Mark dit qu'ils devraient tous rester groupés. Puis Karen enchaîne les crises d'épilepsie et meurt à son tour. Il ne reste plus que la famille de Mark et Sonia. Ah, et Julie aussi, quelque part dans une grotte, où personne peut voir son visage tellement elle a honte de ce qu'elle est devenue. La nuit tombe. La famille allume un feu. Mark remarque que sa vue commence à s'éteindre, pendant que Sonia perd l'ouïe petit à petit. Assis l'un près de l'autre, Mark lui dit qu'il a toujours su, pour sa liaison. Et qu'il lui en veut plus, en fait. Plus maintenant. Elle lui répond qu'il n'y a aucun endroit au monde où elle préférerait être, à part avec lui, son mari. Et pendant ce petit moment de paix partagé, Léa et Milo déterrent une pile de carnets. Ce sont les traces d'autres gens, piégés ici avant eux. Exactement comme leur groupe, le précédent était aussi composé de gens malades. Le carnet contient tous leurs noms, leurs adresses. Et quelques pages de journal intime, où quelqu'un explique qu'il pense que tout ça vient des roches de la plage. Des dépôts particuliers de minéraux spéciaux, capables de faire vieillir les cellules à toute vitesse. Milo se demande alors si en fabriquant une sorte de tube en métal, il serait protégé des effets de ces roches. Une idée typiquement digne d'un enfant de 6 ans, alors forcément, Léa l'ignore complètement. Puis il remarque un reflet brillant sur une falaise au loin, c'est une caméra. Aucun doute possible, ils sont filmés depuis le début. De retour près du feu, Thomas, qu'on avait presque oublié, mais oui, il est toujours vivant, s'approche discrètement de Mark. Mark est quasiment aveugle maintenant, il le voit absolument pas venir. Thomas attaque. Il faut un moment à Sonia pour s'en rendre compte, vu qu'elle entend quasiment plus rien. Thomas continue de frapper Mark au couteau, mais les plaies guérissent à chaque fois presque instantanément. Sonia finit par comprendre ce qui se passe, et son premier réflexe, c'est de prévenir les enfants. Il court se réfugier dans une crevasse et c'est là qu'il tombe sur Julie. Milo essaie d'allumer une allumette, mais Julie l'attaque, terrifiée à l'idée qu'on voit son visage vieilli. Elle jette des pierres sur les enfants, mais ses os, devenus fragiles, se cassent et se ressoudent n'importe comment, transformant cette femme autrefois magnifique en une créature monstrueuse, juste avant qu'elle meure. Pendant ce temps, Sonia sauve son mari en attaquant Thomas avec un couteau rouillé. La rouille agit comme un poison, elle infecte son sang et le tue sur le coup. Et voilà, la famille de Mark et Sonia est officiellement la dernière encore debout. Ils se blottissent ensemble près du feu pour leurs derniers instants. Mark dit à Sonia que peu importe ce pourquoi ils se disputaient avant, il s'en souvient même plus. Il se rappelle même plus pourquoi il voulait quitter cette plage. Après tout, elle est tellement belle. La démence s'installe, Mark meurt, et Sonia le suit peu de temps après. Au petit matin, Léa et Milo ont maintenant la petite quarantaine, ils attendent juste de mourir, sans aucune chance d'être sauvés. Plutôt que de s'agiter pour survivre, ils décident de construire un château de sable. Et pendant que ses enfants, coincés dans des corps d'adultes, s'amusent tranquillement, Milo se souvient soudain que Yanis lui avait envoyé un message à décoder. Sauf qu'il avait jamais pris le temps de le faire. Léa rigole, lui dit de le décoder maintenant, vu qu'ils ont rien d'autre à faire de toute façon. Milo s'exécute. Et le message apparaît enfin, mon oncle n'aime pas le corail. Est-ce que Yanis essayait de le prévenir? De le sauver? Ils se disent que le corail, c'est peut-être là que se cache tout le secret. Avec le peu de temps qu'il leur reste, ils s'avancent dans l'eau, direction ce corail, où ils trouvent un tunnel sous-marin. Le t-shirt de Léa s'accroche sur un morceau de corail, et malgré tous leurs efforts pour se libérer, ils commencent à manquer d'air. Pendant ce temps, quelqu'un, une paire de jumelles à la main, les cherche depuis la surface. C'est le chauffeur de bus, qui s'appelle en fait Farid. Il attend, mais il remonte pas à la surface, alors il appelle par radio pour signaler qu'ils se sont noyés. La personne au bout du fil lui demande s'il est bien sûr, parce qu'ils veulent surtout éviter un nouvel incident. Farid confirme, il en est certain. Avec les derniers membres de l'essai 73 maintenant décédés, Farid range son matériel et retourne à la base. Un labo ultramoderne, rempli de scientifiques. Le directeur du complexe est là, il demande une minute de silence pour les membres disparus de l'essai 73. Il rappelle à tout le monde que grâce à cette étrange plage, ils ont réussi à sauver des milliers de vies grâce à de nouveaux médicaments. En fait, ce complexe hôtelier n'est qu'une façade pour une entreprise pharmaceutique qui utilise cette plage pour accélérer des essais cliniques. Tester en quelques jours ce qui prendrait normalement toute une vie. Les cocktails de bienvenue offerts à l'arrivée des familles étaient en fait dopés avec les traitements en test, adaptés à la maladie de chacun. Et ce petit détail dont on parlait au tout début, quand Milo, à 6 ans, courait partout en demandant à chacun ce qu'il faisait dans la vie, c'est exactement l'information dont l'entreprise avait besoin. Milo, maintenant adulte, miraculeusement toujours en vie, tend à un policier en vacances le carnet qu'ils ont trouvé. Il le feuillette,
et remarque que tous les noms à l'intérieur correspondent à des gens portés disparus. Il s'avère que Milo et Léa ont en fait survécu grâce à cette grotte sous-marine, qui débouchait directement sur la plage de l'hôtel. Grâce à ce carnet comme preuve, ils réussissent à amener la police jusqu'au complexe, et à faire tomber toute l'entreprise pharmaceutique. Un hélicoptère arrive, et le policier ramène les 2 survivants chez eux. Ce que ce film raconte vraiment. Ce qui rend Hall particulièrement dérangeant, c'est pas vraiment le vieillissement en lui-même, c'est plutôt ce moment où Mark comprend que chaque famille présente avait un point commun, une maladie, connue d'avance par ceux qui les ont attirés là. Ces gens n'ont pas été choisis au hasard sur cette plage. Ils ont été sélectionnés, longtemps à l'avance, à cause de leurs dossiers médicaux, sans jamais donner leur accord. Le vrai twist du film, c'est pas la plage magique qui fait vieillir. C'est de réaliser que le consentement, en médecine, ça se contourne facilement quand quelqu'un décide que le bien commun justifie n'importe quel sacrifice individuel. Et ce qui frappe le plus, c'est cette dernière scène entre Mark et Sonia. Après tout ce cauchemar, ce qui reste, c'est juste 2 personnes qui choisissent de se pardonner, avant de perdre jusqu'au souvenir de pourquoi elles s'étaient disputées. Une petite forme de paix, arrachée de force à un système qui, lui, n'a jamais rien demandé à personne.